possible coalition de l'opposition camerounaise. Nous devons le savoir, l'opposition camerounaise et le peuple camerounais sont attendus à l'élection présidentielle le 12 octobre prochain. Le contexte de justification de notre présent live s'y trouve. Mais plus encore, au niveau des médias classiques, interdiction nous a été faite de poursuivre les débats à caractère politique à partir de la date du 27 septembre. Donc, dès samedi prochain, tout débat politique sera interdit sur les médias classiques. Ce qui, de notre point de vue, nous semble une grave restriction des libertés individuelles, notamment de la liberté d'expression. Mais là n'est pas l'objectif ou la raison du présent live. Le présent live nous permet d'entrer au cœur d'une problématique qui est devenue assez clivante. Vous avez tous suivi, il n'y a pas longtemps, un journaliste qui a traité l'opposition camerounaise de la plus bête d'Afrique. Cela nous a choqués, parce que nous sommes Camerounais. Cela a touché notre ego, notre amour propre. Mais cela ne suffit pas que nous soyons choqués. Faudrait-il encore que nous y répondions avec intelligence? La seule preuve que vous pouvez apporter, si l'on vous dit que vous êtes incapable de marcher, c'est de vous mettre en mouvement, de marcher effectivement. La preuve par l'exemple. Alors, notre opposition est donc à un moment important et le peuple avec. Les différentes théories autour de la possible coalition de l'opposition camerounaise nous amènent en tant qu'acteurs de la société civile, en tant que personnage médiatique qui jouit, nous l'espérons, grâce à vous d'ailleurs, d'une certaine audience, d'une certaine notoriété, nous pensons avoir le devoir de nous prononcer en ce moment fatidique. Quelles sont les théories qui sont mises en jeu? La première théorie la plus répandue que nous suivons, c'est que l'opposition camerounaise n'a pas besoin de coalition au sens strict pour battre le candidat de la majorité présidentielle. Première chose. Et observez que je n'ai pas dit le candidat du parti au pouvoir. J'ai dit le candidat de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que le parti au pouvoir a déjà, lui, des alliés. Vous connaissez entre autres des groupes politiques tels le G20. Vous pourriez minorer certains de ses membres, mais là n'est pas la problématique. La problématique est de noter que celui qui exerce le pouvoir politique au Cameroun en la personne du président Paul Biya, et dont l'appareil politique est le RDPC, s'est cru obligé de s'entourer, a cru devoir s'entourer d'un certain nombre de partis politiques, d'acteurs de la société civile pour accompagner ou pour l'accompagner à l'élection présidentielle. Cela s'est produit en 2018 et bien avant. Cela se produira de même en 2025. On en voit déjà les signes. Deuxième théorie répandue, c'est que l'opposition camerounaise serait infiltrée, auquel cas il y aurait des difficultés à la rassembler. C'est également une théorie dont nous avons largement suivi les échos. Nous la mettons encore d'un côté. Et la troisième théorie, c'est que pour battre le président actuel,
l'opposition camerounaise a besoin d'un minimum de consensus autour de grands partis politiques. Du moins, les partis dont le socle populaire est suffisamment représentatif. Nous allons rentrer dans cette mare qui nous apparaît comme une mare au crocodile et essayer de démêler les chevaux. Que nous inspirent ces différentes théories? Déjà, celle du consensus qui serait obligatoire, mais à côté de ça, la possibilité qu'aurait un des candidats ou plusieurs à arriver avant le président actuel, j'ai nommé Paul Biya. Et maintenant, la théorie intermédiaire, qui est celle de la suspicion, qui ferait qu'on pense que l'opposition elle-même travaille en faveur du candidat du RDPC et de la majorité présidentielle. Personnellement, j'ai eu un certain nombre de reproches de personnes qui me disent non, au lieu de développer la théorie de la coalition qui donne l'impression que vous ne croyez pas aux opposants, que vous ne mettez pas en avant le travail que certains ont fait sur le terrain et qui pourrait porter des fruits, vous donnez l'impression d'adouber une thèse développée par le parti au pouvoir, notamment les membres du RDPC et leurs affidés. J'ai eu ce reproche des partisans de certains candidats. Mais l'observation que je vais faire, c'est celle que faisait déjà Albert Einstein. Albert Einstein nous faisait observer qu'il est de la plus grande idiotie de faire de la même façon, dans les mêmes conditions, les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Faire dans les mêmes conditions, les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Comment on peut appliquer cette théorie d'Albert Einstein? Il faut dire qu'il y a eu plusieurs tentatives de coalition de l'opposition camerounaise avant 2025. Pour ceux qui ont la mémoire, il y eut alors une coalition qui avait désigné le docteur Adamou Ndamjoya comme candidat de l'opposition. Mais il faut signaler ici que lors de cette désignation, un candidat majeur s'était retiré du groupe de travail et s'était présenté tout seul. C'est le feu Ni John Frundi du SDF. Nous en connaissons les résultats ou les conséquences. Je ne suis pas encore en train d'aborder, ou je ne veux pas aborder d'abord ici la question de la fraude électorale. C'est subsidiaire. J'aborde la problématique de la coalition en vue d'indiquer sa pertinence. Je veux indiquer de manière claire qu'il est tout à fait pertinent que l'opposition camerounaise, à défaut de faire un consensus total, qu'elle fasse un consensus ne serait-ce que partiel autour de certaines grandes figures. Et je dis dans ma théorie que tout membre de l'opposition qui prétend qu'il peut affronter le candidat du RDPC et la majorité présidentielle en dehors de l'idée d'une coalition représentative, et je souligne représentative, fait de la niaiserie. Je suis péremptoire là-dessus et nous pourrons étudier au cas par cas. C'est-à-dire que nous sommes capables de démontrer au cas par cas que ces candidats qui développent une telle théorie ne sont pas du tout sérieux, qu'ils se livrent à un jeu qui est dangereux.
Nous sommes en mesure de le démontrer. Alors, pourquoi une coalition de l'opposition camerounaise serait-elle importante, sinon incontournable, inéluctable, si celle-ci ambitionne de manière sérieuse battre le président Paul Biya? Nous pensons que l'opposition camerounaise a été suffisamment discréditée ces dernières années du fait d'un certain nombre de pratiques qui lui sont propres, mais également du fait de la machine qu'elle a en face d'elle. Rappelons ici que l'élection présidentielle, la toute première élection présidentielle démocratique au Cameroun, en 1992, avait connu des résultats serrés. Serrés entre l'opposition camerounaise en général et le président Paul Biya. Mais il faut préciser ici que du point de vue des chiffres, l'opposition camerounaise, je dis bien l'opposition, avait gagné l'élection de 1992. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'opposition est capable de battre le parti au pouvoir. Et je répète ici qu'en cette année-là, lorsque vous prenez les chiffres déclarés, le président Paul Biya avait été en dessous des 50% des suffrages valablement exprimés. Mais comme nous avons une élection présidentielle à un tour, à la majorité simple, il avait donc gagné l'élection. C'est l'unique fois où le candidat du RDPC avait été battu par les chiffres de l'opposition réunis. Et cela ne s'est plus jamais reproduit. Depuis lors, les résultats successifs du président Paul Biya se sont placés au-dessus de la barre des 50% à toutes les autres élections présidentielles. Et la dernière, celle de 2018, lui a conféré à peu près 71%. Alors, c'est là que se trouve notre théorie. Nous allons la combiner avec la théorie de la fraude électorale. La fraude électorale se pratique de plusieurs manières, mais deux manières vont retenir notre attention. La première fraude, de notre point de vue, c'est la dépolitisation de l'électorat camerounais. L'idée que vous n'avez pas besoin de participer, de voter. Et les chiffres sont alarmants relatifs à l'abstention électorale au Cameroun. Pour ne prendre que la dernière élection, sur plus de 7 millions d'inscrits, moins de 3,7 millions se sont rendus effectivement aux urnes et se sont prononcés. Et il faut dire que d'après ces chiffres, le président Paul Biya a obtenu à peu près 2,5 millions de votants. Il a donc largement battu les candidats qui s'opposaient à lui, selon ces chiffres. Mais qu'est-ce que nous observons? Nous observons qu'une grande frange des électeurs n'est pas allée voter. Et pourquoi n'est-elle pas allée voter? Premièrement, parce qu'on lui dit que les dés sont pipés, que tout est gagné d'avance. Première chose. Mais deuxièmement, et c'est là que notre problématique trouve tout son sens, parce que les Camerounais se disent, dans la majorité des cas, qu'ils ont besoin que l'opposition leur propose une figure majeure autour de laquelle ils puissent se regrouper. Et tant qu'ils n'ont pas cette figure, ils ont tendance à refuser, à s'abstenir de voter. Et cela fait les bonnes affaires du parti au pouvoir,
qui use d'autres techniques, mais ce n'est pas d'elles dont nous parlerons tout de suite. Et cela draine un certain nombre de personnes hors du circuit du vote. Alors, plutôt que de nous opposer le fait qu'un candidat pourrait battre le candidat Paul Biya et son alliance, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui est en position de force, mais qui trouve important de se rapprocher d'autres personnes, il faudrait dire aux opposants camerounais que puisque vous avez fait cette même chose plusieurs fois et qu'elle n'a pas marché, acceptez de faire autrement pour une fois et voyons si cette fois-là aussi ça ne marchera pas. Je ne prétends pas que ce soit une panacée, mais je dis que l'opposition s'est présentée toujours en rang dispersé et elle a toujours perdu. Pourquoi elle ne se donnerait pas la chance de se présenter aussi de manière unie et que nous voyons déjà d'une part l'engouement électoral du peuple, mais d'autre part les mécanismes que le parti au pouvoir et ses alliés pourraient mettre en place cette fois-là pour gagner ou pour se déclarer vainqueur. Pourquoi l'opposition nous prive de cela? Pourquoi nous priverait-elle de cela? Pourquoi se justifier? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi être candidat avec la conviction qu'on ne va pas gagner, que personne d'entre nous ne va gagner, mais qu'on va participer? Il y a quelques questions qui émergent. Mis à part quelques candidats qui ont suffisamment de moyens financiers, je vais en citer quelques-uns, quelqu'un comme Akerimuna, des membres du gouvernement redevenus opposants, Issa Tiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari, ces trois-là, mais qui d'autres, peut-être M. Bouga, le docteur Bouga, je vais dire, est-ce que ces gens-là ne se payent pas nos dettes? Qu'est-ce qui justifie qu'ils soient prêts à investir 30 millions de caution? Je ne veux pas parler de campagne électorale, qu'ils soient capables d'investir autant d'argent dans une campagne électorale ou pour la course à l'élection présidentielle, tout en sachant qu'ils ne vont pas la remporter et qu'aucun d'entre eux ne va la remporter. Aucun investisseur sérieux ne dépense son argent s'il n'est pas sûr de rentrer en possession de ce qu'il a dépensé. Vous comprendrez que j'ai une suspicion légitime. Et ma première suspicion, c'est que les opposants, pour la plupart, sont financés par des circuits obscurs. C'est-à-dire que, d'après mes sources, certains opposants reçoivent l'argent pour être candidats et même pour battre campagne, juste pour faire obstruction à l'opposition en général. Ça, j'en ai la conviction. Et vous les découvrirez à leur discours. Ils semblent sérieux quand ils parlent, parce que pour certains d'entre eux, c'est des tribuns, c'est des très bons parleurs, mais à la vérité, on se rend compte qu'ils agissent dans le sens d'émietter les possibilités de victoire de l'opposition. Et ils vont se dire, nous avons déjà beaucoup travaillé sur le terrain, d'autres n'ont pas travaillé, ils veulent récolter là où nous avons semé. Comparaison n'étant pas raison, allons quand même, toutes choses pouvant être rapportées à autre chose. Que peut-on dire du travail de terrain qu'aurait fourni quelqu'un comme Diomaye Faye, actuel président du Sénégal? Moi, je crois au destin des hommes. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'un homme puisse surgir de nulle part, quelqu'un qu'on n'attendait pas, et qui vienne à être le candidat de l'opposition et gagne une élection? Pourquoi pensez-vous que ce sont ceux qui ont travaillé, entre guillemets, que la course appartient aux plus vifs, que ce soit ceux qui ont travaillé, et on verra encore de quel travail il s'agit,
qu'il soit réservé d'être candidat ou d'être président. De mon point de vue, cela manque de hauteur, cela manque de spiritualité, cela manque de charme. Il y a quelque chose d'inédit, d'imprévisible dans un moment historique important comme une élection présidentielle. Pour autant que les acteurs aient la hauteur nécessaire pour permettre l'éclosion de cet homme-là qui peut régler les problèmes du pays, qui peut gagner une élection. Alors, on aura tout entendu, on aura tout vu. On aura entendu les gens dire, nous sommes sur le terrain depuis 2018, nous avons conquis tel ou tel territoire, des gens sortis brutalement du gouvernement 3 mois avant, arrivent sur le terrain et veulent que nous les suivions. Qu'est-ce qui ne nous rassure pas? Qu'une fois que nous leur aurons donné nos voix, ils rentreront les donner aux membres du parti au pouvoir. Que de justification. Pour ne pas parler de la coalition. D'autres développent des théories savantes, du genre les 3 premiers candidats ont toujours obtenu un total d'au moins 95%. Ça veut dire que la victoire se situe à ce niveau-là. Pas besoin des autres. Non, c'est de la pure distraction. Ce que nous pensons, c'est que le peuple attend un élément d'électrochoc, un stimulus. Ce stimulus, c'est que l'opposition vienne lui dire que nous nous sommes entendus, que nous avons tué nos égoïsmes, nous avons tué notre amour propre individuel. Nous vous avons mis en avant. Nous avons estimé que c'est vous notre priorité. Nous avons décidé de vous proposer un homme, une femme qui va porter vos espoirs. Et je suis sûr que cet électrochoc serait de nature à déstabiliser le parti au pouvoir et ses alliés. Et je crois que le sachant donc, le parti au pouvoir et ses alliés ont pris la précaution de se fabriquer des opposants de convenance, qui sont même présentés comme les plus poignants, les plus virulents, les plus agressifs, les plus présents. Et ces gens qui ont été fabriqués par les officines du parti au pouvoir ont été donc injectés dans le milieu de l'opposition pour y infuser ces idées et ces théories dont nous venons de parler. Leur rôle central est de s'assurer qu'à terme, l'opposition se présente de manière disparate et que la théorie développée trouve son explication. Parce que pour le parti au pouvoir, le RDPC et son champion, il leur est plus facile d'affirmer une victoire contre une opposition disparate que d'affirmer que le candidat du parti au pouvoir a été capable, lui tout seul, de battre un candidat représentatif au sein de l'opposition. Cela leur est plus difficile à démontrer. Et je sais de quoi je parle. Alors, ils ont donc préparé de faux opposants qu'ils ont injectés dans la vie politique. Et vous les reconnaîtrez à leur fruit, à leur comportement, à leur refus, à leur arrogance. Ils sont arrogants, ils sont sûrs d'eux, alors que les chiffres sur le terrain, l'observation la plus plate permet de voir qu'ils ont dégringolé dans l'appréciation que le peuple leur accordait, dans le crédit que le peuple leur accordait, que ce soit dans leur bastion ou alors du point de vue de l'observation nationale. Ils ont peut-être acquis quelques petits territoires du fait d'un certain nombre de mouvements, mais de manière générale, la sympathie populaire dont ils jouissaient, s'il ne faut prendre que le cas de 2018,
C'est émoussé et c'est évident. Je ne veux pas stigmatiser un candidat en particulier pour ne pas l'empêcher de s'unir à l'opposition si cette coalition devait arriver. Je veux dire à tous les candidats que vous pouvez surprendre même vos maîtres, vos commanditaires. Vous pouvez rejoindre la logique populaire. Vous pouvez surprendre. Et le peuple vous en saura gré. Le peuple et la nature vous le revaudront. Vous pouvez surprendre vos maîtres d'hier. Cela me permet donc d'aborder une question qui me semble centrale. Comment une coalition, à quelques jours du vote de l'élection présidentielle, est-elle possible? Oui, elle l'est, mais comment? Je vous dis. Elle est possible. Elle est possible, d'autant plus que la campagne électorale n'est pas encore. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.